Bonjour à tous et tout d'abord, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021, de santé surtout pour toutes et tous. Donc, nous allons démarrer cette année 2021 par les 11e ateliers virtuels du Gers déjà, donc 11e édition. Et je vais tout de suite passer la parole à Nicolas Giraud, président du GIE Gers, qui, au nom du GIE et tous les laboratoires, va nous présenter les vœux du GIE. Bien, merci beaucoup Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous voir, enfin pas de vous voir physiquement, mais au moins virtuellement. Je tenais effectivement à vous présenter mes meilleurs vœux. Vous souhaiter une excellente année 2021, faite de joie, de bonheur et de succès, évidemment personnel et professionnel. Et en profiter pour vous dire un petit peu comment le GIE avait vécu cette année 2020 et vous donner un petit peu de projection sur 2021. Donc, comme vous le savez, le GIE Gers regroupe la quasi-totalité des entreprises pharmaceutiques opérant en France. Et depuis plus de 45 ans, le GIE travaille à devenir la référence au niveau des données de santé et s'assurer aussi de la robustesse des données de santé. C'est un collectif qui est possible que grâce à nous tous. Et ce collectif est notre plus grande force pour justement continuer à être cette référence auprès des autorités de santé et aussi auprès évidemment de tous les autres stakeholders avec lesquels nous pouvons discuter pour justement s'assurer que les données de santé sont fiables et viennent du GIE Gers. L'année 2020 a été unique en tout point et elle a profondément modifié nos comportements d'abord familiaux, amicaux, sociaux et professionnels. Et c'est aussi pour ça que pendant toute cette période, le GIE, en association avec Gers Data, a travaillé justement au renforcement de toutes ces données de santé et de cette image et de ce positionnement auprès des autorités de santé. Depuis le premier confinement, ça a commencé au premier confinement et Patrick a été extrêmement important pendant cette période. Depuis le premier confinement et finalement tout au long de l'année, on a été contacté par les autorités de santé et puis par d'autres instances pour justement les nourrir au mieux sur des données issues de nos marchés et des ventes de nos produits. Et tout ce qu'on a pu leur donner comme information leur a permis d'analyser et de décider. Ce travail a été possible uniquement grâce à la qualité justement de nos données, le fait qu'on les transmettait, le fait de pouvoir justement s'assurer que le GIE avait toutes ces données en main, pouvait les collecter et pouvait les transmettre. Et donc, ça a été un travail qui a été énorme, un travail qui a été colossal, mais un travail qui a été payant puisque je crois qu'aujourd'hui, le GIE en sort énormément grandi dans la capacité qu'il a eu à répondre aux demandes des autorités et d'autres instances et à pouvoir délivrer des données de santé. L'année 2020 pour les GIE, ça a été aussi l'occasion de travailler à communiquer différemment. Je pense que les ateliers virtuels en sont un très bon exemple. C'est vrai que ces ateliers ont été très importants pour nous pendant toute la durée de cette année-là parce que tout le monde était un peu isolé. Et c'est vrai que ces ateliers ont été un point de rassemblement pour beaucoup de personnes. On a été jusqu'à même plus de 1000 personnes qui étaient connectées sur ces ateliers-là. Et en plus, je pense que ces ateliers nous ont donné beaucoup de sens et de perspective à notre métier. C'était compliqué de savoir exactement ce qui se passait sur les marchés. Et c'est vrai que ces ateliers nous ont permis de savoir ce qui se passait sur ces marchés pour mieux anticiper pour nous, pour mieux décider et donc pour mieux réfléchir à l'avenir, tant au niveau de nos plans de production qu'au niveau de nos performances, qu'au niveau de la mise à disposition de nos traitements pour les patients. Et ça a été possible grâce à tous les collaborateurs du GIE Gers et évidemment aux collaborateurs de Gers Data qui nous ont permis de développer ces services auprès de vous. En 2021, qu'est-ce qu'on va faire? Bien évidemment, on va continuer à développer notre politique de service auprès de vous, les adhérents. Sans vous, les GIE n'a pas lieu d'être ou d'exister. Et donc, nous existons pour vous. Et donc, on a décidé de continuer à développer notre politique de service. Ça va se traduire sous différentes formes. La première chose, c'est qu'on va continuer ces ateliers virtuels. Il y a toujours énormément de choses intéressantes. On va pouvoir, on a pu voir les premiers chiffres de novembre avec le deuxième confinement.
On sait qu'on est à l'entrée des pathologies hivernales, on sait que les marchés vont être complètement différents. Certaines pathologies ont énormément baissé, d'autres produits ont été de plus en plus utilisés. Et donc, on va continuer ces ateliers virtuels grâce à l'aide du GIE et de Gers Data pour continuer à vous informer avec le plus d'acuité et aussi le plus de rapidité au niveau des données. On arrive à avoir maintenant des données à la semaine et ça nous permet de pouvoir évidemment vous donner ces informations et pour vous être plus réactif dans la façon dont vous faites vos métiers. Le deuxième point, c'est qu'on va travailler aussi à développer, vous recevez déjà tout ce qui est tableau de bord tous les mois, tableau de bord pour les chiffres du marché, tableau de bord pour l'automédication. On vous donne aussi le baromètre avec une fréquence qui est légèrement différente. C'est pour ça qu'on a décidé aussi d'être un peu plus proche de l'actualité. Et donc, tous les mois, on va essayer de vous faire un point précis sur soit un marché, soit un produit, soit une nouveauté pour coller au plus à l'actualité. Alors, ça peut être certaines pathologies, par exemple, quand il y a Octobre Rose, donc faire un point sur les pathologies, sur les produits du cancer ou ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place au fur et à mesure de l'année pour vous assurer encore plus de services et encore plus d'informations par rapport aux choses que l'on peut vous donner et surtout à l'intérêt que vous pouvez avoir dans la lecture de ces données. Et enfin, le dernier point, c'est que grâce à l'aide de Christelle Lefebvre, on a beaucoup développé notre politique auprès des réseaux sociaux et on va continuer à communiquer auprès des réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur notre profil LinkedIn ou notre profil Twitter. Vous allez avoir plein d'informations qui tombent très régulièrement, que ce soit par le GIE, que ce soit par Gers Data. Enfin, je voulais remercier plusieurs personnes. J'aimerais d'abord remercier le CA, le conseil d'administration du GIE, qui m'aide à travailler, à réfléchir justement pour ce développement du GIE. Remercier évidemment les collaborateurs du GIE Gers et de Gers Data qui aident à notre développement, et particulièrement évidemment Patrick Oscar et Christelle Lefebvre qui s'occupe de tout ce qui est communication, et puis aussi Sophie Manuel qui travaille énormément à l'aide à la communication du GIE. Et vous remerciez, vous, les adhérents, parce que, comme je le disais, sans vous, on n'existe pas. C'est pour vous un peu qu'on fait tout ça et on voulait vous remercier pour la confiance que vous nous accordez. On a eu énormément de retours avec Patrick suite aux différents ateliers virtuels. Donc, nous voulons vous remercier pour votre confiance, pour les idées que vous nous donnez aussi, qui nous permettent effectivement de faire évoluer notre communication. Et donc, pour vous remercier effectivement de continuer à nous accompagner à travers cette belle aventure qu'est le GIE Gers. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2021, que je vous souhaite encore pleine de succès et de joie. Et j'espère vous revoir très prochainement et très nombreux lors de notre AG. Merci beaucoup et je te repasse la parole, Patrick. Merci Nicolas. Donc effectivement, et je voudrais associer à ces remerciements aussi tous les collaborateurs Gers SAS qui permettent aussi avec Christelle et Sophie d'alimenter tous ces ateliers. Sans eux, on ne pourrait pas les tenir. Donc, merci à vous tous. Donc, vous êtes encore aujourd'hui plus de 700 inscrits. On est aussi en direct sur Pharma Radio et tout cela, bien sûr, est possible grâce à tout l'écosystème Pharma CGDIM qui nous permet, grâce à toutes les données que l'on récolte, d'alimenter ces ateliers et d'alimenter, bien sûr, toutes les études et analyses qu'on vous propose. Donc, voilà. Et bien sûr, ces données sont disponibles pour les autorités de santé, comme on vous le présente à chaque fois. Je vais laisser maintenant la parole à David donc pour faire un point sur la situation en médecine de ville. David, c'est à toi. Merci Patrick. Excellente année à toutes et à tous. Ravi. Je dois bien avouer que vous m'avez manqué depuis les ateliers de l'année dernière. Petit point sur la situation en médecine de ville. Alors, quand on regarde ce qui se passe en médecine générale sur toute l'année 2020 et qu'on le décompose, puisque c'est vrai que cette fameuse année 2020, plusieurs temps dans cette même année, on dit même parfois qu'on a vécu 2 années en une à minima. Ce qu'on peut observer, c'est qu'en médecine générale, en termes de fréquentation, une année qui se termine à -5 en nombre de consultations. Ce qu'on voit, c'était que le début de l'année, donc juste avant l'annonce du confinement, on était sur un trafic très proche de celui de l'année passée, -2%. Puis, premier confinement, des semaines 13 à 19, la fréquentation a chuté à -25, puis est redevenue légèrement positive
jusqu'à l'annonce du deuxième confinement où, sur la fin de l'année, on est à moins 8%. Donc, on voit sur la médecine générale moins 5%, et ce, malgré le développement de la téléconsultation. Rappelez-vous, premier confinement en avril, pic de l'usage de la téléconsultation. On est monté jusqu'à 1 million de téléconsultations par semaine. C'était le pic le plus élevé de l'année 2020 et de la téléconsultation. Et on voit que sur la fin de l'année, on tourne autour de 7-8% de téléconsultation pour avoir une moyenne sur l'année 6%, sachant qu'avant le confinement, en termes d'usage de la téléconsultation, on était très, très proche de zéro. Ce qu'on peut voir, c'est que sur le mois de novembre et le mois de décembre, si on met en indice la volumétrie des consultations qui ont eu lieu au mois d'avril, on a eu à peu près 500 000 téléconsultations par semaine au mois de novembre et 350 000 sur le mois de décembre. Donc, on voit que petit à petit, avec l'installation du Covid, on a une appropriation et un usage de la téléconsultation. Quand on regarde les consultations relatives aux affections de voie respiratoire, de la grippe, de la varicelle ou de la gastro sur 2020, sur la saison qui se termine, mais qui n'est pas encore tout à fait terminée, si on regarde de août à décembre versus l'année dernière, ce que vous pouvez voir, c'est que la varicelle, on est à moins 58%. C'est sûr que la distanciation rentre en ligne de compte, puis aussi toutes les laryngites, les sinusites, les pharyngites, les gastro, les rhinos et même la grippe, on varie entre moins 50 et moins 25% par rapport à l'année passée. Donc, c'est vrai que forte diminution de ces pathologies sur cette année 2020 et qui continue naturellement sur le premier trimestre 2021. En ce qui concerne les spécialités et l'usage du trafic, comme vous pouvez le voir sur le graphique, forcément, le confinement a impacté toutes les spécialités de manière différente. On voit bien que ce soit le cardio, que ce soit le pneumo, que ce soit la gastro, le gynéco, neuro et rhumato. Pendant le premier confinement, on était entre moins 35 et moins 50%, comme pour le pédiatre. Mais si on regarde sur toute l'année, les cardiologues et les pneumos restent globalement autour de zéro en termes d'évolution. Psychiatre, début d'année 2020, en fort recul, et puis très vite, c'est passé positif. Donc, on reste à moins 4. Par contre, si vous regardez bien, gynéco, neuro et rhumato, on est au-delà des moins 10 sur toute l'année 2020 en termes de trafic. Et le miroir est vrai sur l'usage de la téléconsultation. Ce qu'on pourrait appeler les early adopters, ceux qu'on va s'approprier la téléconsultation, c'est les psychiatres les plus rapides et qui en ont un usage plus fort sur toute l'année. On voit bien 18% sur les derniers mois de 2020. Puis ensuite, très faiblement, beaucoup plus faiblement, on a les endocrinos, diabétos et pédiatres, autour de 4-5%. Et après, toutes les autres spécialités, que ce soit neuro, pneumo, gynéco, gastro, rhumato et cardio, on tourne à 1% d'usage de la téléconsultation. Donc, sur toutes ces spécialités-là, on voit qu'on n'a pas encore trouvé l'axe d'usage de la téléconsultation dans le quotidien. Alors, maintenant, passons à l'officine. Et premier constat, je vais vous dire, alors, qu'on soit positif ou négatif, on va dire tout ça pour ça. C'est 2019, on était réseau officinal à un petit peu plus de 36 milliards. On a gagné quelques millions sur 2020, une croissance de 0,2%, tout confondu. Et c'est vrai que ça fait partie des métiers qui ont été ouverts toute l'année, qui ont été soumis à rude épreuve toute l'année. Et donc, c'est toujours la difficulté quand on est à 0,2% de croissance. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça récompense les efforts ou ça limite la perte? Et donc, ce qu'on voit quand même, c'est que sur toute l'année 2020, le réseau officinal produit le même chiffre d'affaires que l'année passée. Et quand on regarde par statut de produit, et c'est vrai que ce qui est amusant dans cette langue française, c'est qu'on a plein de mots pour certains sujets,
mais on a des statuts qui reprennent aussi parfois des marchés. Si je prends l'exemple de la cosmétique, du coup, là, on est dans le statut cosmétique. J'ai des produits de statut de cosmétique qui ne sont pas de la cosmétique au sens langage du terme, vraiment que la langue est pleine de vices. Mais si on regarde par statut, ce qu'on observe, c'est que c'est le médicament non remboursable qui paye le plus lourd tribut sur cette année 2020, moins 10% par rapport à l'année dernière, moins 234 millions d'euros. C'est beaucoup l'OTC. C'est aussi un certain nombre de médicaments qui sont non remboursables de prescription obligatoire pour mettre un peu de légèreté, tout ce qui touche autour du trouble de l'érection. Mais c'est vrai que fort recul de cette catégorie-là. Et puis, pour ce qui est des autres statuts de produits, le remboursable dans toutes ses formes est légèrement positif, plus 0,3%, comme pour les dispositifs médicaux, comme pour la cosmétique, le statut, plus 0,5%. On le verra, le segment hygiène et dermo, comment il se porte un peu plus loin dans la présentation. On fera aussi un zoom sur le bio. Les compléments et denrées alimentaires, plus 5,6%. Le vétérinaire fait une croissance de 15%, rajoute 25 millions, et tout ce qui est divers aussi en forte croissance. Donc, on voit bien un chiffre d'affaires du réseau officinal qui se maintient sur 2020 malgré une chute vertigineuse du médicament non remboursable. Quand on regarde comment ça se découpe sur l'année, on avait un début d'année juste à l'annonce du confinement qui montre plusieurs choses. Un plus 5%, mais surtout l'élasticité du réseau officinal, c'est-à-dire que le lundi 16, le réseau officinal a fait 2 fois plus de chiffre d'affaires que l'année passée. Donc, ça montre son élasticité et sa résilience et sa capacité à absorber une demande plutôt de soins exponentielle. On voit que pendant le confinement, le réseau officinal était à moins 12%, puis est devenu légèrement positif entre justement juin et octobre, et puis moins 2 sur cette fin d'année. La prescription de ville, dans toutes ses formes, donc le suivi de la prescription, toute spécialité confondue, médecin généraliste également, moins 3%. La prescription hospitalière, plus 5. Regardez l'évolution qu'on avait en début d'année. On était à plus 11 jusqu'à l'annonce du confinement. Et une fois le confinement levé, on a tourné à plus 5%, donc 2 fois moins que sur les débuts de l'année. Et le conseil sur toutes ses formes, donc la délivrance hors prescription, finit l'année à plus 1 avec effectivement tout ce qui est porté par les gels hydroalcooliques notamment, mais pas uniquement. Alors, quand vous aimez, vous, pharmaciens et groupements, grossistes répartiteurs aussi, et de plus labo, c'est le raisonnement par taux de TVA. Vous savez, pour ceux qui nous suivent, que je déteste cette analyse parce qu'elle est trop réductrice, mais au final, elle fait des jolies caricatures. Et si on regarde le 2,1 qui comprend le remboursable dans sa grande majorité est quasi flat par rapport à l'année passée, moins 0,1. Le 5,5 qui comprend les compléments alimentaires et denrées alimentaires dans sa majorité, on a une année à plus 4 avec un confinement qui a été douloureux, surtout le premier. Le 10%, donc quasi exclusivement l'OTC, donc le médicament non remboursable, moins 11%, avec une fin d'année à moins 22%. On va le revoir tout à l'heure avec les pathologies hivernales, mais le moins 22, c'est quasiment ce qu'on avait observé sur le premier confinement. Et le taux de TVA à 20%, donc qui est large, qui comprend aussi bien de la compression que de la dermocosmétique et dispositifs médicaux. On a un segment qui termine à plus 1%, donc avec une fois le premier confinement passé, une neutralité par rapport à l'année passée, plus 1, moins 1. Et quand on regarde le trafic en officine par tranche de chiffre d'affaires, donc le passage en officine, on voit que le passage a été fortement impacté, quel que soit le profil de pharmacie, mais surtout ça montre par rapport aux chiffres qu'on a vus tout à l'heure, c'est que le panier était plus élevé. C'est-à-dire que je vais moins souvent en officine, par contre, j'ai besoin d'être conseillé et j'ai besoin de renouveler le moins souvent possible le fait d'aller à l'officine. Et vous pouvez le voir, globalement, quelle que soit le tranche de chiffre d'affaires, on a
un effet ciseau autour de 7 millions. À moins de 7 millions, on a un trafic sur toute l'année qui varie entre moins 2 et moins 4%, avec une manière plus importante depuis le confinement sur les pharmacies de 3 à 7 millions. Et puis surtout, les pharmacies de plus de 7 millions, quelle que soit son implantation, on voit des variations, on voit une évolution à moins 17 depuis le début, toute l'année 2020, et moins 22 en moyenne depuis le premier confinement. Quand on regarde par implantation, on voit bien que le rural a le mieux résisté, puisqu'on est en termes de trafic à 0% par rapport à l'année dernière. C'est des pharmacies qui, en dehors du Covid, étaient baissiers année après année. On voit que cette implantation résiste bien, comme le périphérique, moins 3. Le centre-ville est plus touché avec moins 5% et centre commercial, moins 7. On voit bien que ce n'est pas que le chiffre d'affaires qui préjuge de la baisse ou non de son activité, mais c'est aussi l'implantation de la pharmacie. Et quand on regarde par attitude et comportement d'officine, ce que vous pouvez voir, alors ce que vous avez entre parenthèses, c'est pendant le Covid suite au premier confinement et toute l'année devant, ce qu'on voit, c'est que les profils de proximité, les pharmacies opportunistes, multispécialistes, même contemporains et AMM, ont eu un trafic qui a bien résisté sur toute l'année 2020. On voit qu'effectivement, il y a eu une distorsion qui s'est mise en place dès le premier confinement. Et surtout, c'est l'entreprise qui est le plus touchée, avec moins 9 en termes de trafic depuis toute l'année 2020 et surtout moins 12 avec depuis le premier confinement. Patrick, un point sur le médicament remboursable ? Merci David. Donc effectivement, sur le médicament remboursable, alors une légère distorsion par rapport aux chiffres que David vous a présentés, puisque là, cette fois-ci, on est en données sell-in et non plus en sell-out. Et on voit qu'en sell-in, l'évolution du marché remboursable a été de plus 2% en chiffre d'affaires, donc par rapport à 2019, moins 4% en unité. Mais cela veut dire que en chiffre d'affaires, on est dans une année à peu près comparable aux années précédentes, avec un tout petit peu de dynamisme malgré la période difficile que l'on a pu connaître en 2020. Alors, quand on regarde ensuite quelles sont les classes, quand on prend le top 10 des classes en 2020, on retrouve toutes celles qu'on a eu l'occasion de vous présenter pendant ces ateliers. Ce que l'on peut voir surtout, c'est que globalement, dans ce top 10, toutes les classes sont en évolution ou sont stables, à l'exception d'une seule classe, la N02B, donc les analgésiques non narcotiques antipyrétiques, donc paracétamol, ibuprofène et autres, qui sont en régression à moins 28 millions. Alors, bien sûr, il y a un effet ibuprofène que l'on a eu dès le début du premier confinement suite aux annonces qui avaient été faites par les autorités de santé sur la prescription, sur les limites de la prescription d'ibuprofène. Mais également, le paracétamol a connu une année, du fait de l'absence de pathologie aussi hivernale, une année un peu plus compliquée et délicate. En revanche, les classes très dynamiques c'est la L01H, les antinéoplasiques, la B01F avec les inhibiteurs directs du facteur 10A, et puis les inhibiteurs de l'interleukine, la L04C, qui sont les classes les plus dynamiques. Et également avec la S02B, les antagonistes de l'hormone cytostatique. Donc, une année avec des classes qui ont, le top 5 des classes qui ont contribué à la croissance, on retrouve un L01H, plus 196 millions, donc plus 12%. La R07X, donc, qui a une croissance très forte de 172 millions, 653% d'évolution. Et puis ensuite, les inhibiteurs directs du facteur 10A, donc en particulier Eliquis, qui a conservé sa forte croissance. Et après, on retrouve les inhibiteurs de l'interleukine et les antagonistes des hormones cytostatiques de la L02B, qui ont fortement progressé. En revanche, dans les classes qui ont contribué à la décroissance, on voit que ces classes, elles ont pesé pour moins 200 millions
par rapport aux 5 premières classes qui avaient contribué à près de 700 millions de croissance. Donc, dans ces 5 classes qui ont contribué à la décroissance, on retrouve les antiviraux de l'hépatite, donc avec moins 29%. Là, il y a un effet un peu de cette nouvelle prise en charge avec aujourd'hui, c'est surtout les nouveaux patients qui sont concernés par la prescription de ces antiviraux. Ensuite, les IEC en association, moins 36 millions. Là, on est surtout sur un effet baisse de prix. La J01C à moins 35 millions, moins 23%, où là, on est plutôt sur un effet pathologie, absence de pathologie pendant toute cette période et des produits moins prescrits. Les analgésiques non narcotiques, antipyrétiques, on en a parlé tout à l'heure. Et enfin, la G03G avec les gonadotrophines qui sont en involution de moins 22%. Et ça, c'est lié à la sortie de biosimilaires du Gonal-S. Donc voilà, donc des raisons un peu différentes, ce qui amène en fait à la situation suivante quand on fait cette analyse sur le top 10 des laboratoires en chiffre d'affaires, on voit que les laboratoires qui s'en sont bien tirés en 2020 sont d'abord les génériqueurs, Biogarant et Mylan et Sandoz, qui vraisemblablement, il faut y voir là un effet de l'article 66. Mais ensuite, on retrouve d'autres laboratoires avec des performances liées à certains de leurs produits. Alors, on a en premier lieu Janssen Silag avec notamment la performance d'Imbruvica. Ensuite, on a BMS avec la performance d'Eliquis, qui est devenu le premier produit remboursable sur le marché. Et enfin, Bayer Healthcare avec la performance de Xarelto. En revanche, on a certains laboratoires qui ont souffert en 2020. On a Novartis avec notamment Lucentis qui a fortement baissé et Exforge, où là, c'est la sortie de générique qui explique en particulier cette baisse sur ce produit. Sanofi avec une contre-performance sur Lantus avec la sortie de biosimilaires et puis également sur Piostacine qui a fortement baissé en 2020 avec près de 20 millions perdus. Et puis également sur Doliprane, donc là c'est un peu multifactoriel. Et Pfizer, une contre-performance avec la baisse d'Ibrance qui est liée essentiellement à une baisse de prix, comme pour GSK où on a une forte baisse de Ceretic Discus qui est liée, lui, à la sortie de générique. Donc voilà, donc des performances ou contre-performances qui s'expliquent par différents facteurs. Donc, quand on regarde les laboratoires qui sont les plus gros contributeurs à la croissance, le laboratoire qui a le plus progressé, c'est Vertex, donc avec une croissance de plus 177 millions, 563%. Ensuite, on retrouve AstraZeneca avec plus 32%, Janssen, plus 14%, Lilly, plus 24%, et Zentiva, un génériqueur, à plus 34%. Donc, des performances importantes au cours de cette année 2020. Quand on regarde au niveau des produits, donc vous aviez vu la performance de Vertex, elle est essentiellement due à Orkambi, qui est leur produit phare, puisqu'il représente 170 millions de croissance. AstraZeneca, il s'agit de Tagrisso, donc qui est un antinéoplasique inhibiteur de la protéine kinase, plus 105 millions. BMS, performance d'Eliquis, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est devenu le premier produit dans le domaine des médicaments remboursables en officine, avec une performance de plus 27%. Gilead avec Biktarvy, donc un antiviral du VIH, avec plus 81%. Et enfin, Janssen Silag avec Imbruvica, antinéoplasique, inhibiteur de la protéine kinase. Donc voilà, donc de très très belles performances pour ces produits. Au niveau du taux de pénétration des génériques, on voit que l'année 2020 a été surtout marquée par un bon
dans le taux de pénétration des génériques, et là, on est à périmètre courant. Et cela est bien entendu lié à la mise en œuvre de l'article 66 dès le début d'année 2020. Et on voit que ce delta se situe aux alentours de 3 points de plus au niveau du taux de pénétration des génériques, puisqu'on est passé de 80,8% à 83,4%, 2,6 points exactement, et avec une légère remontée sur les derniers mois de 2020. Donc, voyons maintenant ce qui s'est passé en termes de baisse de prix pour cette année 2020. On voit qu'en ville, sur le marché du remboursable, on peut estimer l'effet total des baisses de prix en 2020 à moins 481 millions, dont 449 millions qui ont été acquis à fin novembre, et on estime à moins 32 millions les baisses de prix sur le mois de décembre qu'on aura dans quelques jours, mais on tournera autour des 481 millions donc d'effets négatifs sur les baisses de prix en économie sécurité sociale. Ensuite, vous avez les mêmes chiffres en PPTTC et en PFHT pour la ville. En ce qui concerne l'hôpital, l'effet global est de moins 426 millions, et là, c'est surtout un effet sur tout ce qui s'est passé au niveau des biosimilaires à l'hôpital. Donc, moins 391 millions à fin novembre, et puis moins 35 millions de prévisibles sur le dernier mois de l'année. Donc, ce qui nous amènerait en économie sécurité sociale aux alentours de moins 907 millions pour la totalité de l'année, tenant compte donc des baisses de prix à la fois en ville et à l'hôpital. Alors, voyons maintenant ce qui s'est passé au niveau de la campagne de vaccination antigrippale. Et là, il y a un point qui est très important à souligner, c'est la forte capacité qu'a eu le réseau officinal à se mobiliser. Et surtout dans les premières semaines, donc dès la semaine 42, donc dès le lancement de cette campagne de vaccination, où on voit que le réseau officinal a multiplié par 3 sa capacité à vacciner les patients qui se présentaient à l'officine. Donc, il y a eu une très forte montée en puissance de cette campagne de vaccination, et qu'on peut estimer à la fin de cette campagne qui est prévue pour la fin janvier, on sera aux alentours de plus 14, plus 15% de doses de vaccins qui auront été administrées à des patients contre la grippe. Donc, forte capacité du réseau officinal à se mobiliser. En ce qui concerne les tests antigéniques, donc c'était là aussi le lancement d'une nouvelle mission pour les pharmaciens d'officine. Et là encore, les pharmaciens ont été très, très mobilisés sur la pratique de ces tests antigéniques. On a passé au global la barre des 10 millions de tests qui ont été faits à la fois par les autres professionnels de santé, mais aussi par les pharmacies, où là, on dépasse les plus de 3 millions de tests effectués en quelques semaines, avec une accélération de ces tests en pharmacie sur les 2 dernières semaines de l'année, donc semaines 51 à 53. Et on voit qu'au global, donc, le réseau officinal a pu réaliser plus de 3 millions de tests. Donc, la capacité, encore une fois, du réseau officinal à se mobiliser et à effectuer de façon massive ces tests en officine. Donc, voilà. Donc, cette capacité à effectuer ces tests était à mettre en relation avec les chiffres que l'on suit dans le cadre de la pandémie Covid, et on voit que les nouvelles présomptions de Covid-19 sont également à relier au nombre de tests qui ont été effectués. Et on voit que ce nombre augmente régulièrement, semaine après semaine, et quel que soit le jour de la semaine pendant lesquels on voit le nombre de nouveaux cas quotidiens qui sont mesurés par les médecins généralistes.
Donc voilà en ce qui concerne les tests. David, un point sur les dispositifs médicaux. Donc, sur les DM issus de la prescription et soumis au remboursement LPPR, on a un marché de tous dispositifs médicaux qui est à moins 0,3 sur toute l'année. Comme vous le voyez sur la courbe, un mois d'avril désastreux et puis une deuxième partie d'année beaucoup plus satisfaisante. Pour autant, on le voit bien, les pansements, premier segment, donc tout ce qui est pansement technique, on a un marché qui est légèrement en décroissance, en recul par rapport à l'année dernière. Tout ce qui est suivi du diabète, métabolisme en forte croissance. C'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce que pour réduire ou pour limiter les consultations, les patients n'ont pas été plus observants. C'est ce qu'on va analyser sur les prochains mois. On voit que la compression et l'orthopédie est en fort recul par rapport à l'année dernière et le soin post-op est légèrement positif malgré le chahutage à l'hôpital pour tout ce qui est opération et la gestion entre les cas Covid et le reste du quotidien. Donc, on voit un marché certes à moins 0,3, mais porté par le métabolisme et les soins post-op, avec une petite résistance par les pansements et une difficulté claire pour tout ce qui est compression et orthopédie. L'automédication, donc l'automédication, c'est la délivrance de médicaments sur le conseil du pharmacien. Et bon, une année en demi-teinte, moins 6%, avec un mois de mars qui était exceptionnel à plus 26. Si vous excluez le mois de mars, vous pouvez le voir, les évolutions au mois le mois sont pas bons du tout. Et la deuxième partie de l'année, novembre-décembre, on est à moins 20 sur l'automédication. Quels sont aujourd'hui les contributeurs à la croissance et les contributeurs à la décroissance de l'automédication et globalement, regardez déjà le volume. Les 5 contributeurs à la croissance ramènent à l'automédication 32 millions d'euros et les 5 contributeurs à la décroissance enlèvent 110 millions. Donc, globalement, on est clairement dans une balance déséquilibrée. Qu'est-ce qui a marché? Les plaies, donc tout ce qui est antiseptique, plus 10 millions. Le tonus vitalité, très fort, croissance de 23%. Les affections buccales, le RGO et les brûlures d'estomac, plus 7%. Et le sommeil, plus 11%. Et ce que vous pouvez voir qu'on pressentait depuis quelques mois, clairement, mal de gorge, rhume étagrippal, tout grasse, tout sèche et la diarrhée, c'est la débandade de moins 26% en moyenne à peu près et de moins 36 millions à moins 10 millions. Et c'est vrai que sur tous ces segments-là, qui vont se prolonger sur le premier trimestre 2021, laissent présager une année record au sens négatif du terme sur ces pathologies-là. Alors, quand on regarde le top 15 des labos et le top 15 des médicaments, alors le top 15 des labos qui pèse 75% du marché, donc clairement un marché qui est très concentré. On voit il y a des laboratoires qui ont mieux résisté que d'autres. On a l'Acoper qui est en légère croissance, plus 2%. On a Bayer, plus 0,4%. On va avoir Biogarant, plus 10,4%. Mylan, plus 3,4%. Et Servier, plus 4%. Et puis d'autres laboratoires qui toussent fortement, comme Johnson & Johnson et surtout comme Reckitt et Procter & Gamble et GSK qui sont entre moins 15 et moins 17%. Et quand on regarde sur le top 15 des médicaments qui pèsent un quart du marché de l'automédication et qu'on regarde, pour regarder le verre avec un moitié plein, les 3 plus fortes évolutions, on va avoir Doliprane, plus 30%, on va avoir Donormil, plus 11%, et la vitamine C UPSA, plus 51%. C'est effectivement aujourd'hui les 3 plus fortes évolutions de ce top 15 des médicaments. Alors, le self-care, quand on élargit l'automédication à tous les statuts en excluant tout ce qui est autour de la dermo et notamment le gel hydroalcoolique, pour regarder un petit peu ce qui se passe sur la santé familiale et la nutrition, on a un marché qui est flat. Et oui, comme je disais tout à l'heure, tout ça pour ça. C'est toujours rageant de travailler beaucoup pour finir au même niveau que l'année dernière, mais c'est vrai que ce n'était pas gagné pour autant.
Et quand on regarde les segments conseillés par le pharmacien qui répondent à une demande qui sont les plus dynamiques en 2020, douleur et fièvre, surtout poussées par le thermomètre. Je pense que la vente de thermomètres a été record sur 2020, surtout les thermomètres électroniques. On le verra dans le top des contributeurs à la croissance, mais donc qui portent fortement sur douleur et fièvre. Puis ensuite, plaies et tonus et vitalité, sommeil, brûlure d'estomac, nutrition générale, donc beaucoup la nutrition infantile. On le voit bien, le besoin du patient d'être mieux pris en charge, de mieux gérer tout ce qui va toucher à son dérèglement et à son perte de morale au sens large du terme. Ulcère, sommeil, besoin de tonus. Et puis, vous regardez ceux qui ont disparu du top 10 par rapport à l'année dernière. Rhume agrippal et l'atout sort du top 10 et le mal de gorge n'est pas sorti, mais sortira probablement en 2021 du top 10. Alors, quand on regarde le top 10 des contributeurs et à la croissance et à la décroissance, ce qui est amusant, ou du moins ce qui m'amuse, c'est que globalement, on est vraiment dans une balance équilibrée, plus 187 millions, moins 185 millions. C'est à l'équilibre et pour autant, quand on voit le top 10 des contributeurs à la croissance, qu'est-ce qu'on voit qu'on n'a pas abordé tout à l'heure? Immunité, défense naturelle, les huiles essentielles, plus 19%, l'assainissant, plus 80%, et l'incontinence, plus 7%. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui a décru? Mal de gorge, on l'a vu. Tout ce qui touche la diarrhée, on l'a vu. Douleur articulaire également. Confort respiratoire. L'hygiène, mais spécifique nez bouché. La perte de poids. J'adore la BCB quand elle parle de perte de poids et de déstockage. Je me dis vraiment, il va falloir que je mette mes kilos en solde parce qu'il y a vraiment du déstockage à faire et la nausée. Donc, on voit bien qu'on a un self-care qui est à l'équilibre avec un top 10 des contributeurs et à la croissance et à la décroissance qui s'équilibrent avec effectivement des laboratoires qui vont être plutôt sur la droite du graphique ou sur la gauche du graphique. Alors, quand on regarde le top 20 des laboratoires sur ce marché du self-care et de la nutrition, on va avoir toujours le trio Sanofi, Cooper et Procter & Gamble avec la Cooper qui gagne une place en passant devant Procter et qui est contributeur à la croissance. Vous avez aussi Pierre Fabre Santé qui est légèrement dynamique sur toute l'année 2020. Puis ensuite Bayer, Arco et Pure Essentiel, Hartmann et Menarini. Vous avez 7 laboratoires sur 20 qui ont fait de la croissance sur ce marché de santé familiale et nutrition sur le top 20. Et vous avez effectivement des laboratoires qui ont bu un peu la tasse sur cette année, comme Reckitt, comme Urgo, comme GSK, comme Perrigo, comme Boiron. Une année 2020 a vraiment tourné la page. C'est pour ça qu'on voulait faire le bilan le plus vite possible pour pouvoir s'orienter très rapidement sur 2021. Le top 10 des contributeurs à la croissance, vous allez avoir Biocinex avec son thermoflash, donc plus 27 millions, 169% de croissance. C'était l'année du thermoflash, clairement, le thermomètre à distance. Pure Essentiel, deuxième contributeur à la croissance, suivi de Nutergia. Et ensuite, vous avez Bayer Healthcare, quatrième, Hartmann, Arco qui est sixième, qui est suivi par la Cooper, Biogarant, Polivé et Pranarome. C'est le top 10 des contributeurs à la croissance sur ce marché flat par rapport à l'année passée. Alors, certains d'entre vous parlaient du bio. Donc, on a fait deux petites slides sur le bio pour regarder un petit peu quelles sont les 10 promesses suivies et classées par la base Claude Bernard, qu'on remercie pour leur travail. Et c'est vrai que premier, qui était deuxième segment l'année dernière, c'est les huiles essentielles, qui sont effectivement la première promesse en chiffre d'affaires bio en officine, suivi par le segment visage et corps, deuxième et troisième segment. Comme vous pouvez voir, en légère évolution par rapport à l'année dernière, on a un marché du bio qui est en croissance de 17%, qui pèse entre 360 et 400 millions d'euros. Aussi, tout ce qui est lait infantile, notamment poussé par Biostime et d'autres marques qui arrivent derrière. Tonus et vitalité,
troubles fonctionnels, des produits pour la toux, l'immunité, le confort respiratoire et les jambes lourdes. Donc, un marché dynamique sur justement le bio, avec le premier contributeur à la croissance du bio, c'est Arco, qui est suivi par Polyvé HNH, notamment par Biostim et Pranarome. Ensuite, vous avez les marques d'aroma avec Perrigo et Phytosun, avec Pure Essentiel, avec Gilbert, avec Pierre Fabre et Nature Active. Puis ensuite, vous avez Expansiance avec Mustela et toute sa gamme bio. Blédina sur le lait comme Biostim, on l'a vu tout à l'heure, et Léa Nature qui est le 9e contributeur à la croissance du bio. Alors, avec les équipes, comme on avait un peu de temps pour faire le bilan, on s'est dit, mais si on faisait un petit bilan d'un indice convivialité, c'est-à-dire on a regroupé un certain nombre d'images de produits qui ont une image un peu sociétale. C'est la minceur, c'est le maquillage, c'est le déodorant, c'est l'épilation, c'est les crèmes rasage, c'est la préparation solaire. Et on s'est dit, bah, si on suit ce chiffre d'affaires, essayons de voir comment se porte la convivialité entre 2020 et 2019. Et sur le graphique, on voit bien que la convivialité, elle est mise à mal dès qu'il y a confinement. Premier confinement, on a des segments qui font moins 23%. Une convivialité qui s'est retrouvée malgré tout sur l'été, juillet, août, septembre. Vous pouvez voir, on est sur des chiffres d'affaires similaires par rapport à l'année passée, très peu d'écart. Et puis une fin d'année dans laquelle le confinement et le moral étaient en berne. On est passé à moins 15 et tout ça pour dire qu'on a un indice convivialité à moins 13% par rapport à l'année passée. J'espère qu'il sera meilleur en 2021. Mais si vous le trouvez intéressant, on le suivra dans le temps pour voir un peu comment varient ces essences humains sur 2021. Point sur la dermo. Alors, toujours même sujet, avec gel et sans gel. Quand on regarde l'hygiène et la dermocosmétique en volume, quand vous voyez l'écart et ce que pèse le gel hydroalcoolique, c'est abyssal comme différence. Plus 13 avec le gel, moins 2 sans le gel. C'est vrai que les périmètres marchés en 2020 doivent être revisités puisque ces segments-là contribuent ou pas à l'évolution. Alors, ça pèse moins en chiffre d'affaires puisqu'on a une hygiène et de la dermo qui finit à moins 1, ce qui est quand même plutôt bien pour le réseau officinal versus l'absence de tourisme, versus des actes d'achat différenciés et plus 3 avec le gel hydroalcoolique. Ce qui est porteur sur ce 2020, c'est l'hygiène, c'est le soin du corps, c'est l'acné, c'est les mains, c'est le shampoing dans une moindre mesure. Et on l'a vu, ce qui a pesé sur 2020, c'est le solaire, c'est le soin du visage, c'est le maquillage, les lèvres et l'eau thermale qui est en fort recul sur cette année-là.
Vous me revoyez? C'est bon. Oui, désolé, il y a une coupure de réseau. Donc, désolé pour cette… Hop, c'est reparti. Alors, Donc, le top 20 des marques, alors on le voit, Caudalie, premier contributeur à la croissance, Uriage, donc qui gagne une place, qui était 8e l'année dernière, qui passe 7e, Ducré aussi en contribution, Eucérine, SVR, Garantia également et Dexeril. On voit que pour d'autres marques plutôt santé beauté, plus difficiles, c'est le cas de Vichy, c'est le cas de Filorga, c'est le cas de Roger Gallet. Donc, c'est vrai que très clivant sur l'hygiène et la dermo. Quand on regarde les contributeurs, les 10 marques contributrices à la croissance de l'hygiène et de la dermo hors gel hydroalcoolique, Caudalie, premier contributeur à la croissance en valeur, plus 6 millions d'euros. On a Botera en hygiène, plus 4,4 millions. On a La Roche-Posay sur le podium, plus 3,8 millions. Puis ensuite, vous avez comme marque Dexeril, SVR qui termine le quintet, La Rosée, plus 2,6 millions. Ducré CeraVe, qui a fait une forte évolution, plus 2 millions, qui a fait 109% de croissance. On a MKL Green Nature, aussi sur l'hygiène, 9e contributeur à la croissance, et les comptoirs du bain de Gilbert, qui termine ce top 10 des contributeurs à la croissance. Patrick, pour finir avec une note plus sérieuse, l'hôpital. Alors, en ce qui concerne l'hôpital, ben, on peut voir également que l'année a été une année positive, notamment au niveau des achats des hôpitaux, puisque à part les 2 mois du premier confinement, hein, le mois d'avril et puis le mois qui a suivi le mois de mai, à part ces 2 mois qui ont été en recul, tous les autres mois ont connu des évolutions positives. Et au global, l'année 2020, en chiffre d'affaires, les hôpitaux ont acheté pour 4% de CA en plus. Alors bien sûr, nous sommes en prix tarif et pas en prix remisé. Alors, quand on regarde la même chose, cette fois-ci en unité et en UCD, plus particulièrement à l'hôpital, là, on voit un recul et que l'on constate quasiment depuis le premier confinement. Et ce recul s'établit à moins 5% pour l'année 2020. Ce qui veut dire que les hôpitaux ont acheté des produits aussi plus chers au cours de cette année 2020. Alors, quand on regarde quelles sont les classes qui ont pu contribuer à la croissance ou à la décroissance, ben, on voit déjà qu'il y a un gros décalage. Les 5 premiers contributeurs à la croissance ont généré plus de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus, alors que les 5 premiers contributeurs à la décroissance, eux, ont généré moins de 180 millions de chiffre d'affaires en moins pour cette année 2020. Alors, il s'agit essentiellement de produits de la liste en sus, hein, notamment pour les produits contributeurs à la croissance, la L01G, avec des laboratoires comme des produits comme Keytruda, comme Darzalex, comme Tecentriq ou Opdivo pour la L01G. C'est la classe qui a été la plus dynamique, hein. Elle représente près de 70% de cette croissance dans le top 5. Ensuite, on a d'autres classes avec un niveau beaucoup plus faible. En ce qui concerne la décroissance, ben là, c'est la L04B avec les anti-TNF, à moins 80 millions. C'est essentiellement les biosimilaires qui sont responsables de cette situation. Et ensuite, on a d'autres classes qui ont été aussi fortement touchées, la J06C, les immunoglobulines, les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, les antiviraux VIH, comme en ville d'ailleurs, puisqu'ils sont en double circuit, et puis les autres antibactériens. Donc voilà en ce qui concerne les classes en croissance. Quand on voit le top 10 des labos en chiffre d'affaires, bon, on a les 3 premiers labos. Dans les 3 premiers labos, on a
MSD et Roche, qui sont en très très forte croissance, des croissances, alors pour MSD supérieure à 45%, et en plus avec une part de marché élevée. Roche également, avec une croissance un peu moins forte, mais néanmoins à prendre fortement en compte. En revanche, on voit que Mylan connaît une année assez difficile, aux alentours de moins 15%. Quasiment tous les autres labos ont une croissance supérieure à celle du marché, que ce soit Sanofi, BMS, Pfizer, le LFB, Fresenius Kabi ou Baxter, mis à part Celgene qui est quasi stable à ce qu'il avait fait en 2019, tous les autres ont des évolutions positives. Quand on regarde ensuite, David, voilà. Donc, quand on regarde ensuite les produits, la croissance des produits, la slide suivante, voilà. Donc, les 5 produits les plus contributeurs à la croissance, on retrouve Keytruda de MSD, donc ce qui explique d'ailleurs la performance de MSD, avec plus de 361 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus. Janssen avec Darzalex, plus 105 millions. Et ensuite, des produits aux alentours de 70 millions de progression en 2020. Et là, on a 3 produits de chez Roche avec Ocrevus, Hemlibra et Tecentriq. Donc voilà, donc une année 2020 à l'hôpital qui termine en chiffre d'affaires, donc avec une hausse de plus 5%. Donc, on a terminé ce bilan de l'année 2020. On était très heureux de pouvoir le partager avec vous et d'être les premiers à partager ce bilan de cette année 2020. On vous retrouvera fin janvier. Nous allons vous communiquer la date très rapidement pour un nouvel atelier virtuel et puis pour voir surtout maintenant comment on démarre 2021 et comment les différents acteurs du marché de la santé, qu'il s'agisse de l'officine, de l'hôpital ou bien sûr des laboratoires pharmaceutiques, se seront comportés en 2019. Encore très bonne année 2020 et à très bientôt. Au revoir.